à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'Afrique durant la Première Guerre mondiale. Les combats sur le sol européen ont fait passer au second plan la guerre qui se déroulait au même moment en Afrique. Alors contrôlé dans sa quasi-totalité par les belligérants, le continent africain fut pourtant un enjeu non négligeable du conflit entre les Anglais, les Portugais et les Allemands. Loin des tranchées, les guerres du front africain, en raison du nombre réduit de combattants et des faibles moyens matériels, apparaissent comme un conflit d'une autre époque. Marqué par un profond respect entre des adversaires contraints de faire face à un milieu hostile, l'épopée du général allemand von Leitao en Afrique orientale en constitue sans nul doute l'une des plus belles pages. Vous voulez en savoir plus sur l'Afrique pendant la Première Guerre mondiale? Venez avec moi. La Première Guerre mondiale fut avant tout un conflit entre puissances européennes auquel l'Afrique se trouve mêlée, directement et indirectement, du fait qu'à l'ouverture des hostilités, elle était dans sa majeure partie placée sous la domination des belligérants. Si elles n'eurent qu'une influence marginale sur le cours de la guerre, les campagnes qui se déroulent sur le sol africain eurent d'importantes répercussions sur le continent. Plus d'1 million de soldats africains participent à ces campagnes ou aux opérations militaires en Europe. Plus nombreux encore furent les hommes, auxquels s'ajoutent des femmes et des enfants, recrutés traditionnellement pour l'intendance pour ravitailler les armées, comme la route, le rail ou les animaux de charge. À la fin des hostilités, tous les pays d'Afrique, à l'exception des petites enclaves espagnoles demeurées neutres, s'étaient trouvés formellement engagés dans l'un ou l'autre camp. Même les derniers États indépendants du continent, le Libéria, l'Éthiopie, le Darfour, furent impliqués dans la guerre. Le Libéria se range aux côtés des Alliés lorsque les États-Unis entrent en guerre en 1917. Le jeune empereur d'Éthiopie proclame l'allégeance de son pays à l'Empire ottoman, faisant craindre aux Alliés un djihad. Des troupes britanniques, françaises et italiennes marchent sur Berbera, Djibouti et Massawa, mais leur intervention se révèle inutile, car des nobles chrétiens indisposés par la politique de l'empereur le renversent en septembre 1916. De même, le sultan tributaire du Soudan, anglo-égyptien, mais en réalité indépendant, répand l'appel ottoman en faveur du djihad. Il attaque le Tchad français, menace le Nigeria septentrional, occupé par les Anglais, et essaye de provoquer une rébellion au Soudan. Ce ne fut qu'en février 1916 qu'il fut battu et tué au combat. Le Darfour fut alors intégré au Soudan. Qu'ils aient participé directement ou non au combat des territoires africains, subirent presque tous les contre-coups de l'exclusion des Allemands du commerce africain, de la pénurie de produits d'importation causée par l'insuffisance des tonnages disponibles, ou au contraire des accroissements soudains de la demande de ressources stratégiques. Comment ces fragiles structures ont-elles résisté à l'exode du personnel administratif européen et au matériel imposé à des Africains nouvellement soumis et aux révoltes qui éclatent un peu partout pendant la guerre, sinon toujours directement ou même indirectement à cause d'elles? Quelles furent les conséquences sociales, politiques et économiques de la participation africaine au conflit européen? Dès le mois d'août 1914, l'Algérie est la cible d'un bombardement naval effectué par 2 croiseurs allemands. Elle restera ensuite totalement épargnée par le conflit, en dépit de quelques troubles dans les Aurès, consécutifs à la mobilisation massive de la population française. Au Maroc, le résident général Hubert Lotay, redoutant une révolte indigène, parvient à maintenir l'ordre malgré le départ d'une partie de ses troupes. En Afrique du Nord, la colonie la plus stratégique pour les belligérants est l'Égypte. Protectorat britannique depuis 1882, cette dernière reste officiellement sous suzeraineté ottomane. Aussi, lorsqu'en octobre 1914, et après bien des hésitations, l'Empire ottoman renonce à sa neutralité et entre dans le conflit aux côtés des empires centraux, les nationalistes égyptiens se rangent majoritairement dans le camp ottoman. De leur côté, les Britanniques en profitent pour mettre un terme à la suzeraineté nominale que le sultan Mehmed V exerce sur l'Égypte. L'objectif principal des Ottomans et de leurs alliés allemands est le contrôle du canal de Suez. En janvier 1915, une armée ottomane de 20 000 hommes, dirigée par le général Djemal Pacha, appuyée par le Reich, traverse le Sinaï et lance une offensive en direction de Suez.
Ne bénéficiant pas du soutien escompté de la population égyptienne alors que le calife ottoman avait proclamé le djihad, l'offensive est brisée par les alliés. En août 1916, les Ottomans tentent une seconde fois d'envahir l'Égypte, mais leur offensive est à nouveau arrêtée dans le Sinaï par les Britanniques à la bataille de Romani. De novembre 1914, alors que l'Italie n'est pas encore entrée en guerre, les Sénouzis s'emparent de l'oasis de Seba et massacrent la garnison, obligeant les Italiens à évacuer la place du Fisanne et à se replier dans quelques villes côtières. Après l'entrée en guerre de l'Italie en août 1915, Rome va rapidement perdre le contrôle de la Libye. Les Italiens ne parviendront qu'à se maintenir à Tripoli et à Homs, laissant les Sénouzis maîtres de Sénéraïque et du Fezzan. À partir de 1916, le chef de la confrérie, convaincu de la défaite des Ottomans, choisit d'entamer des négociations avec les Alliés, lesquelles débouchent en avril 1917 sur l'accord d'Okrama. Celui-ci prévoit un partage territorial de la Libye, reconnaissant la quasi-indépendance de la Cinéraïque sous l'autorité d'Idriss, tout en laissant à la Tripolitaine une large autonomie. En 1951, Idriss As-Sénouzis deviendra roi de Libye sous le nom d'Idriss Ier. Il sera renversé 18 ans plus tard par Mouammar Kadhafi. Enfin, entre 1916 et 1917, le nord de l'actuel Niger est le théâtre d'une rébellion touareg contre l'occupation française. Les Allemands avaient espéré au début que la victoire rapide qu'ils escomptaient en Europe éviterait la participation directe des colonies, tout en leur permettant de réaliser leur ambition de relier le Cameroun et l'Afrique orientale, en ruinant une fois pour toutes le vieux dessein britannique d'un axe, le Cap, le Caire. Mais dès qu'il apparut nettement qu'une victoire rapide était impossible, les Allemands comprirent que des campagnes prolongées en Afrique immobiliseraient des troupes coloniales alliées qui auraient pu être envoyées sur le front européen. Cette situation fut brillamment exploitée par le général von Lettow-Vorbeck, qui est à la tête des troupes allemandes d'Afrique orientale. Combat des alliés, un moment 10 fois supérieur en nombre pendant la durée de la guerre. Les campagnes d'Afrique peuvent se diviser en deux phases distinctes. Au cours de la première, qui ne dure que quelques semaines, les Alliés cherchent à détruire les capacités offensives de l'Allemagne et à neutraliser ses ports africains qui furent occupés peu après l'ouverture des hostilités. En Afrique orientale allemande, les croiseurs britanniques bombardent Dar es Salaam et Tanga en août, et bien que ces deux ports n'aient été pris que plus tard, ils ne purent désormais être utilisés par les navires de guerre allemands. En Égypte, lors de l'entrée en guerre de l'Empire ottoman aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche, les Britanniques renforcent les défenses du canal de Suez et repoussent une expédition en février 1915. Par la suite, l'Égypte fut la principale base anglaise pour les opérations contre les Ottomans et devient le pivot de la puissance britannique en Afrique et au Moyen-Orient. Pour les 3 décennies à venir, cette première phase de la guerre en Afrique revêt une importance capitale du point de vue de la stratégie globale. La deuxième phase, à l'exception des opérations contre l'Empire ottoman lancées à partir de l'Égypte, n'eut qu'un effet marginal sur l'issue du conflit mondial. Néanmoins, les Alliés étaient résolus à conquérir les colonies allemandes, tant pour éviter qu'elles ne servent de base à la subversion de leurs propres colonies, où leur autorité était souvent mal assise, que pour les partager entre eux dans l'éventualité d'une victoire totale. Conscient qu'ils ne pouvaient espérer l'emporter en Afrique orientale sur des forces numériquement 10 fois supérieures aux siennes, von Lettow décide d'immobiliser l'ennemi le plus longtemps possible en ayant recours à la guérilla. Il reste invaincu jusqu'à la fin de la guerre, conduisant sa colonne de soldats à travers l'Afrique orientale portugaise, actuelle Mozambique, pour parvenir enfin en Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, où il atteignit l'annonce de l'armistice en Europe. Quelques 160 000 soldats alliés auraient été opposés à von Lettow, dont les effectifs ne dépassent à aucun moment 15 000 hommes. Ces combats opposant l'Empire allemand à un empire britannique, la Belgique et le Portugal, à divers endroits proches des frontières de l'Afrique orientale allemande, puis se propagent sur la totalité de ce territoire et de celui d'Afrique de l'Est portugais, pour se terminer en Rhodésie du Nord.
Les forces coloniales allemandes, dirigées par le lieutenant-colonel devenu général-major avant la fin du conflit Paul Emil von Lettow-Vorbeck, se rendent seulement le 23 novembre 1918, soit 12 jours après la signature de l'armistice. En 1914, l'Empire allemand possède 4 colonies éparses en Afrique noire. Le Togo, qui comprend l'actuel Togo, ainsi que la partie orientale du Ghana. Le Cameroun, qui correspond à l'actuel Cameroun étendu à plusieurs régions des pays limitrophes. Le sud-ouest africain, l'actuelle Namibie. L'Afrique orientale allemande, qui comprend l'actuelle Tanzanie, sans Zanzibar, le Rwanda et le Burundi. Lors du déclenchement de la guerre, l'Allemagne du Kaiser Guillaume II, consciente de la fragilité de ses possessions africaines, tente d'empêcher que le conflit ne s'étende aux colonies, faisant prévaloir la neutralité de tout le bassin du Congo, décidée à la conférence de Berlin en 1885. Les Allemands trouvent un allié de circonstance dans le gouvernement belge, qui envoie une note allant dans ce sens à ses ambassadeurs en France et au Royaume-Uni. Vu la mission civilisatrice commune aux nations colonisatrices, le gouvernement belge désire, par un souci d'humanité, de ne pas étendre le champ des hostilités à l'Afrique centrale. Il ne prendra donc pas l'initiative d'infliger une pareille épreuve à la civilisation dans cette région et les forces militaires qui l'y possèdent n'entreront en action que dans le cas où elles devraient repousser une attaque contre ses possessions africaines. Mais de leur côté, la France et le Royaume-Uni s'opposent à la neutralisation du continent africain. Leur priorité est d'attaquer l'Allemagne sur tous les fronts, afin d'obtenir des victoires rapides qui pourraient raviver le moral de leur opinion publique. Le Togo est la moins protégée et défendue des colonies allemandes. Curieusement, c'est dans cet endroit couloir bordant le lac Volta que le Reich a installé près de la ville d'Atakpamé la station radio de Kamina, une station de TSF ultramoderne indispensable pour la coordination des navires de guerre. Le 7 août 1914, Français et Britanniques envahissent le Togo. La progression rapide des Alliés contraint les Allemands à détruire la station radio de Kamina dans la nuit du 24 au 25 août. Le lendemain, les troupes commandées par le gouverneur Hans-Georg von Döring capitulent, alors qu'au même moment les Français, bousculés par l'offensive allemande en Belgique, entament la retraite de la Marne. Pour les Français, la conquête du Cameroun est une priorité, la colonie allemande séparant en deux l'Afrique équatoriale française. En plus de leur supériorité numérique, les Alliés disposent dans le secteur des infrastructures du Congo belge, chemins de fer, lignes télégraphiques, etc., que Bruxelles a aussitôt mis à leur disposition. Les Français lancent les hostilités dès le 6 août 1914, en occupant Bonga, à la pointe sud du pays, ce qui leur permet de rétablir les communications fluviales entre les possessions de l'Afrique équatoriale française. Quelques semaines plus tard, un corps expéditionnaire franco-britannique, commandé par le Canadien Charles Macpherson Dobell, débarque près de Douala, la capitale de la colonie. La ville est prise le 27 septembre. Au même moment, à l'extrême nord, les Français s'emparent de l'avant-poste de Kousséri. En mars 1915, la grande offensive alliée est déclenchée. Plutôt que de s'arc-bouter autour de Yaoundé, menacé d'encerclement, le commandant militaire du Cameroun, Émile Zimmermann, décide d'abandonner la colonie et tente avec ses hommes une percée au sud, en direction de la Guinée espagnole, un territoire neutre où il ne pourrait être capturé par les troupes alliées. Sans se faire intercepter, les Allemands atteignent la colonie espagnole en janvier 1916. Des négociations sont alors entreprises avec Madrid qui accepte d'embarquer Zimmermann et ses troupes sur des navires espagnols à destination de Cadix. La campagne camerounaise n'est cependant pas terminée car une enclave allemande subsiste encore dans le nord du pays près de Mora, où à l'abri d'une imprenable position rocheuse, le capitaine Ernest von Raben résiste depuis 18 mois avec une poignée d'hommes à l'encerclement allié, refusant de capituler. Lorsqu'on lui apprend que l'armée allemande a été désarmée en Guinée espagnole, von Raben consent à se rendre à la condition que les honneurs militaires lui soient rendus. Les Alliés acceptent magnanimement. Comme on l'a vu, le conflit qui a éclaté en Europe en 1914 devient très vite mondial, du fait de l'existence des empires coloniaux.
Si les troupes et les travailleurs rejoignent dès 1914 les métropoles, le recrutement en Afrique n'a pas été facile. L'AOF connaît de vives révoltes entraînant une pause dans les recrutements. Le continent africain a aussi été le théâtre de plusieurs batailles. Les offensives que mènent les Alliés visent avant tout à s'emparer des colonies allemandes et à prendre le contrôle des voies de communication et des matières premières. Le Togo capitule très vite. Le Sud-Ouest et le Cameroun résistent, mais c'est surtout en Afrique orientale allemande que les conflits s'éternisent, en raison d'une très efficace stratégie de guérilla menée par le colonel von Leito. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.